Éloge du savoir. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire. La Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire se sont unies pour proposer une grande série de conférences, toutes plus passionnantes les unes que les autres, sur le thème « Guerre et religion ». France Culture n'a pas laissé passer cette belle occasion de les enregistrer pour les diffuser dans l'Éloge du savoir. Ce matin, nous entendrons Christophe Jaffrelot, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Université Paris 1 Sorbonne et de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est docteur en sciences politiques, enseigne les questions politiques en Asie du Sud à Sciences Po et il est également directeur du CERI, Centre d'études et de recherche internationales. Christophe Jaffrelot est un de nos grands spécialistes de l'Inde qui est pour lui, je cite, le laboratoire du monde. Il nous parle ce matin de cette forme de tactique guerrière qu'est la non-violence et donc très précisément de Gandhi. Gandhi est né en 1869 dans une famille de caste Bania. Et je commence par là parce que c'est par là qu'il commence lui-même. Dans son autobiographie, écrite en 1922 en prison, la première phrase surprenante de l'autobiographie de Gandhi, c'est « Je suis né Bania ». Bania, c'est le mot un peu péjoratif qui désigne la caste des marchands, on peut dire aussi Vaishya, c'est plus noble. Et il, du coup, se situe d'emblée dans un système social qui est celui de la caste, tellement identifié, tellement associé à l'Inde. Sa famille est une famille, par contre, qui ne pratique pas le commerce, mais le jeu politique. Son grand-père, son père ont été divan. Divan, c'est le mot qui a donné divan en français, c'est le Premier ministre qui est censé se prélasser ou en tout cas recevoir en audience sur un canapé particulièrement moelleux. Divan, ça veut dire un homme de pouvoir, ça veut dire un homme de cour, un homme d'administration. Et Gandhi est cela, à la fois un homme de caste marchande et un homme de pouvoir. Ce qui n'est pas l'image qu'on en a gardée, et c'est pas celle-là que je vais mettre en exergue non plus, mais c'est celle qu'il ne faut pas oublier. Et je veux l'illustrer de deux séries d'exemples. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder Gandhi comme un homme de caste marchande? Eh bien, c'est un homme industrieux. En un sens, il rappelle les Quakers ou les protestants qui, par souci de ne pas, dissiper leur énergie, la concentrent en permanence dans l'activité. Gandhi explique qu'il fait toujours deux choses à la fois. Et qu'il écrit, par exemple, et il écrit, par exemple, énormément. C'est l'homme politique qui a le plus écrit, bien plus que Lénine même. Il se réveillait à 3 heures du matin, écrivait jusqu'à 5, se recouchait 1 heure, et puis commençait sa journée sociale. Et il écrivait pour dire aux 4 coins de l'Inde, à tous ses lieutenants, à tous ses relais, voilà ce que vous avez à faire ici ou là. C'était un homme industrieux, comme le sont les castes marchandes, toujours âpres au gain et en tout cas actives. Un homme de pouvoir ensuite, on le voit rarement comme cela, mais on a tort, car c'était un homme qui savait user du pouvoir et organiser le pouvoir. C'est Gandhi qui a vraiment structuré le parti du Congrès, le parti qui va être le fer de lance du mouvement d'indépendance anticoloniale contre les Britanniques en 1920. Lorsqu'il en prend la direction, c'est lui qui en fait une machine politique. C'était un club de l'intelligentsia anglicisée
qui se réunissaient une fois par an à Noël. Il dote cette structure, ou ce mouvement plutôt, d'une structure, redécoupe les branches régionales suivant une logique des aires linguistiques, donne un comité directeur, le Working Committee, au Congrès, et voilà le Congrès qui devient autre chose. Alors ce n'est pas de ce Gandhi industrieux, ni de ce Gandhi homme de pouvoir que je vais vous parler, mais je voulais que vous sachiez qu'il existe. C'est du Gandhi non violent, donc le Gandhi en un sens mieux connu, qui va m'intéresser ici. Cette non-violence, dans un premier temps, je vais essayer d'en tracer les principes et les sources. C'est important parce que ça va nous amener à voir qu'il y a là un double héritage. Un héritage indien et puis un héritage occidental. Gandhi fait la synthèse des deux. Et ce n'est pas si étonnant, car il est celui qui est allé étudier en Angleterre le plus tôt dans sa famille, et très tôt d'ailleurs, en général, si on compare aux autres leaders indiens, il se retrouve en Angleterre en 1893 à étudier le droit, à se former à une fonction, à une profession d'avocat qui exercera ensuite en Inde, puis en Afrique du Sud, j'y reviendrai. Il est donc un homme de l'exil, et c'est en exil, c'est à Londres qu'il va découvrir sa culture indienne et sa religion, l'hindouisme. Et c'est là même qu'il va lire les textes hindous qu'il ne connaissait pas avant de quitter le pays. Il est comme tant d'autres amené à découvrir sa culture de loin, à distance, en exil. Et donc il va faire là la synthèse de ce qu'il découvre de cette tradition indienne et de ce qu'il voit, de ce qu'il vit en Grande-Bretagne. La composante indigène, indienne, dans la non-violence de Gandhi, elle nous est donnée déjà par le terme qu'il utilise pour la désigner. Ahimsa. Ahimsa, A-H-I-M-S-A, le A est privatif. On est dans une langue indo-européenne où il y a pas mal d'affinités avec ce que nous pratiquons nous-mêmes, et ce A privatif précède himsa, himsa, la nocivité, le fait de nuire, et par extension la violence. Donc ahimsa, c'est littéralement la non-violence. C'est un terme qui est clé dans la philosophie hindoue et plus encore dans la philosophie jain. Le jainisme, c'est une doctrine méconnue, à tort, méconnue par rapport au bouddhisme, alors qu'elle en est contemporaine. Le grand prédicateur Jain, Mahavira, est un contemporain du Bouddha, et sa doctrine est très comparable. Elle est simplement encore plus axée que celle du Bouddha sur la non-violence, sur une non-violence qui découle d'une sorte de panthéisme. La nature est un continuum, des minéraux jusqu'à l'homme, il y a une véritable continuité, et donc toute violence exercée même à un végétal, mais encore plus à une espèce animale ou à un de ses représentants, est répréhensible. Et donc les Jains sont épris de non-violence, obsédés même par la non-violence. Ce sont eux dont les plus orthodoxes portent sur la bouche un voile qu'ils nouent derrière la tête pour éviter d'avaler des moucherons au passage, ou qui balayent devant eux quand ils marchent pour éviter d'écraser des fourmis au passage. Vous avez là une espèce d'obsession de la non-violence qui procède de cette idée que le monde est un tout, un continuum, et qu'il faut absolument éviter toute non-violence. Ça, c'est la première source de la non-violence de Gandhi. Parce que le jainisme est une religion très présente dans sa province d'origine, le Gujarat, à l'ouest de l'Inde, et il a été en contact avec des Jains pendant toute son enfance. Et il le dit dans cette autobiographie de 1922, ça a été une des sources d'inspiration les plus fortes
qu'il ait connue. Il y en a une autre qu'il découvre en Angleterre, et c'est la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ou le chant du bienheureux Seigneur, c'est le joyau du Mahabharata, cette épopée qui relate la guerre mythique des deux clans fondateurs des dynasties hindoues, le Mahabharata que Peter Brooks a popularisé il y a quelques années, et donc vous imaginez, dont il faut imaginer que c'est un peu l'Iliade ou l'Odyssée des hindous. Eh bien, il y a là un petit texte, un texte plus court, parce que le Mahabharata c'est des milliers de shlokas, de strophes, et la Bhagavad Gita, c'est ce moment du Mahabharata où Krishna descend tel un avatar. Avatar veut dire descente du Dieu sur terre, pour conduire le char d'un guerrier, d'un des deux guerriers, des deux clans en lutte, Arjun, et Arjun a peur, il ne veut pas tuer ses cousins, le clan adverse est un clan apparenté au sien, et Krishna lui dit, tu n'agis pas en fonction des fins de ton action, tu ne penses pas à l'action que tu vas produire, tu agis dans le renoncement, dans l'oubli des fins. Et le renoncement est du coup érigé en conduite d'action, en règle d'action cardinale. Et là, pour Gandhi, c'est une révélation. C'est la révélation du renoncement. On n'agit pas en pensant aux fruits de son action. On est détaché, totalement détaché par rapport aux fruits positifs ou négatifs de son action. Voilà les deux sources, je dirais, indiennes de la non-violence de Gandhi. Mais, à parité avec ces sources indiennes, il y a une origine chrétienne qu'on ne peut absolument pas sous-estimer, qu'on ne doit pas sous-estimer. Cette influence chrétienne, elle a été médiatisée par Tolstoï principalement, qui a exercé sur Gandhi une très forte influence, et la conscience de l'unité entre les hommes se manifeste par l'amour du prochain, car sans amour la vie n'est que souffrance. C'est une citation, une de ces phrases de Tolstoï qui a tellement influencé Gandhi, et qui se poursuit par « Aime celui qui t'a fait du mal que tu condamnes, alors disparaîtra le voile qui te cachait Dieu, et tu connaîtras le sens divin de ton amour. » On est dans un christianisme qui introduit Gandhi à un autre texte qui aura sur lui une influence énorme, c'est le sermon sur la montagne. Tant l'autre joue, quand on te frappe sur l'une d'elles. Là, Gandhi est absolument suffoqué sous le choc, cette découverte de ce qu'est le message du Christ, le message de sacrifice en un sens, et donc de non-violence. Lorsque la violence est exercée à son encontre, on ne réagit pas par la même violence, mais par le sacrifice, le renoncement, en un sens. Les deux se rejoignent à ce moment-là. Voilà pour les principes qui viennent donc de deux sources différentes. Mais évidemment, il ne faut pas céder à l'angélisme et bien comprendre qu'il y a aussi dans cette non-violence physique quelques violences symboliques, voire morales. Et je soutiens qu'on puisse parler de violence morale. C'est une chose que Erik Erikson, un des biographes versés, comme vous le savez, dans les psychologies individuelles de Luther notamment, et donc de Gandhi, a montré. Gandhi est bien plus ambigu, ambivalent que ce que les principes que je viens d'énoncer donneraient à croire. D'abord, il y a chez Gandhi, il y a dans l'usage de la méthode non violente de Gandhi
quelque chose qui ressemble à du chantage. En cela, d'ailleurs, il n'est pas en désaccord, en rupture avec la tradition hindoue, et en particulier avec la tradition brahmanique. Le brahmane, c'est par excellence celui qui, pour rester pur, ne doit pas faire violence à qui que ce soit, même pas aux êtres animés, qui ne sont pas des hommes mais des animaux. Le brahmane est végétarien, par excellence, par exemple. Et quand un brahmane veut exercer un pouvoir, une autorité, eh bien c'est sur lui qu'il exerce la violence. Mais ce faisant, parce qu'il y a un but instrumental à son action, il est dans une logique de chantage. Le grand texte que Charles Malamud nous a donné sur le jeûne du créancier le montre bien. Le brahmane va entreprendre une grève de la faim pour faire payer celui qui lui doit de l'argent et qu'il n'arrive pas à faire accéder à son désir, auquel il n'arrive pas à faire entendre raison. Et donc le jeûne du créancier, c'est traditionnellement la pratique du brahmane du village qui a prêté de l'argent à tel ou tel paysan et qui s'assoit devant sa maison et qui attend. Qui peut attendre d'ailleurs en s'infligeant des macérations, le bras levé jusqu'à ce qu'il se dessèche, etc., etc. Ça, c'est typiquement la non-violence qui implique une violence morale parce qu'on cherche à culpabiliser l'autre pour qu'il cède et pour qu'il accède à son désir. Alors, évidemment, là, la fin justifie les moyens, car le brahmane est dans son bon droit, il a besoin de récupérer cet argent qu'il a prêté. Mais la méthode, le ressort psychologique est profondément ambivalent. Il y a un désir de contrainte, un désir d'exercer une contrainte morale. Et Gandhi n'a jamais renoncé à cette dimension de la non-violence traditionnelle brahmanique, que ce soit d'ailleurs à l'échelle domestique que sur la scène publique. Erickson le montre bien, Gandhi était un tyran domestique. Il a exercé sur son épouse Kasturbai et sur ses fils une véritable tyrannie. Ça pouvait apparaître comme du caprice, sauf qu'au 3e jour de jeûne, ça finissait par ressembler à une vraie autorité morale, à un vrai chantage moral. Kasturbai a dû tout endurer. C'est une femme qui d'ailleurs est très vénérée en Inde parce qu'on la voit, elle, comme finalement la victime d'un saint, en un sens. Un homme qui lui a imposé une vie de sainteté. L'épisode le plus intéressant, c'est lorsque dans l'ashram qu'il a créé à Ahmedabad, dans les années 15, 16, 17 et suivantes, Gandhi demande à Kasturbai de nettoyer les latrines. Les latrines, c'est évidemment quelque chose que seul un intouchable est censé nettoyer. Et lui veut abolir la caste, en tout cas dans son ashram, et donc lui impose ces tâches dégradantes. Et comme elle refuse, eh bien il la contraint en s'infligeant lui-même des violences, en se privant de nourriture. Mais d'autres exemples pourraient abonder. Il a exercé sur ses fils le même genre d'autorité, s'opposant par exemple au mariage d'un de ses fils avec une musulmane, au mépris de tout l'œcuménisme qu'il prétendait adopter. Et on sait que ses fils ont sombré l'un dans l'alcool, l'autre dans un esprit de révolte permanent. Donc au niveau, je dirais, domestique, le résultat est quand même un reflet de cette ambivalence forte de Gandhi. Mais au niveau public, c'est encore plus fort. Et pour ne pas multiplier les exemples, je n'en donnerai qu'un. En 1932, Gandhi
engage une grève de la faim illimitée, fast unto death, c'est le terme consacré, contre un leader intouchable, Ambedkar, qui revendique un électorat séparé pour les intouchables, considère que dans la démocratisation, dans la proto-démocratie que les Britanniques mettent en place en Inde, eh bien les intouchables n'auront vraiment voix au chapitre que s'ils ont un électorat séparé, que si seuls les intouchables votent pour des intouchables qui seront dans les assemblées leurs représentants. Et Gandhi dit non, pas question. L'électorat séparé, ça veut dire que vous divisez mon hindouisme. Et il le dit comme ça. Ambedkar s'obstine, Gandhi, qui est alors en prison, déclare une grève de la faim illimitée, et comme Ambedkar est un homme de tempérament, ça dure. Toute l'Inde est en émoi, chacun retient son souffle, dans toute l'Inde il y a des manifestations, on veut absolument faire céder Ambedkar, et finalement c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit inévitablement. Ambedkar aurait été absolument lapidé s'il avait été responsable de la mort de Gandhi. Et là, on est dans le rapport de force, dans le chantage moral le plus explicite. Gandhi réussit à faire céder un homme qui se disait dans son bon droit, sans exercer aucune violence sur lui, mais en l'exerçant cette violence contre lui-même. Et évidemment, c'était aussi là le reflet de son conservatisme social, car Gandhi ne souhaitait pas finalement que l'on remette trop en cause le système des castes. Il fallait le réformer, mais sûrement pas l'abolir, le démanteler, comme souhaitait Ambedkar. Donc, après les sources, vous le voyez, dans un deuxième temps, c'est à l'ambivalence de la non-violence de Gandhi que j'ai souhaité m'attacher, car il faut bien garder en tête que on est loin de l'angélisme, on est loin, en tout cas il faut s'en garder de cet angélisme. Gandhi est aussi un homme de pouvoir, jusque dans la méthode qu'il s'est donnée. Alors cette méthode, parlons-en maintenant dans l'action politique, car pour l'instant je n'ai fait qu'effleurer le sujet. C'est quelque chose qui, sur la base des principes que j'ai énoncés, va prendre corps au tout début de la carrière de Gandhi, non pas en Inde, mais en Afrique du Sud, où il se trouve comme avocat défendant les Indiens qui commercent là-bas, qui sont installés là-bas. Vous savez, il y a encore aujourd'hui 1 million d'Indiens en Afrique du Sud, et c'est une diaspora marchande à l'origine qui a prospéré dans le cadre de l'empire colonial. Et c'est pour trouver finalement un gagne-pain qu'il est parti si loin. Gandhi est un homme timide au début de sa carrière, qui n'arrive pas à plaider à Bombay, et il fuit en un sens l'Inde en partant à Pretoria et puis dans le Natal. Et là, il va en quelque sorte se révéler, s'affirmer. Il y a un épisode absolument central dans sa vie, au tout début de son séjour sud-africain. Il est dans un train en première classe, et le contrôleur le jette dehors malgré ses protestations, parce qu'il est de couleur. Et il le dit dans son autobiographie, à ce moment-là le fer entre dans son âme, et le Gandhi timide et timoré que nous avions connu jusque-là se métamorphose totalement. Ce sera un homme d'une détermination absolument infaillible, indéflectible, et on le voit, on l'a vu déjà, particulièrement obstiné. Ce n'est pas la seule raison, je dirais, de sa mutation en Afrique du Sud. Il y a là aussi une autre influence extérieure, occidentale, qu'il faut évoquer, et c'est Thoreau. Thoreau, qui, l'homme de l'utopie, a aussi inventé une notion qui va devenir centrale chez Gandhi, la désobéissance civile. Gandhi lit dans Thoreau le fait que l'obéissance peut être coupable,
que pour lutter contre un État inique, il faut savoir lui refuser tout soutien, et notamment de payer des impôts, car dans un tel contexte, la place d'un homme juste est en prison, s'il faut en passer par là. Ça vient, si vous voulez, couronner les influences que j'ai déjà évoquées, notamment celle de Tolstoï, et Gandhi va donc faire un mixte de tout cela pour inventer sa méthode de protestation non violente, mais active. Et il a tellement conscience d'inventer quelque chose qu'il forge un mot nouveau, un mot qui n'existe pas, qu'il va construire en associant deux substantifs. Satyagraha, Satya, c'est la vérité, Graha, c'est l'étreinte. L'étreinte de la vérité. Alors c'est intéressant d'ailleurs de suivre son raisonnement dans son autobiographie. Il a cherché d'autres mots, mais là il pense qu'il a trouvé ce qu'il veut dire. L'étreinte de la vérité, c'est une méthode de protestation non violente, de désobéissance civile, qui prétend être dans le vrai, défendre les valeurs fondamentales, pures, vraies, et avec force. Et il le répétera à satiété, la non-violence n'est pas pour le couard. Il nous faut beaucoup de courage pour être non-violent. Il faut savoir encaisser les coups. Il faut savoir tenir, étreindre la vérité. Et quand on étreint la vérité, eh bien alors, on se sent pousser des ailes et on encaisse. Et après, en même temps, on culpabilise l'autre. Le but est clair, changer les cœurs, comme il le dit. Changer le cœur de l'autre pour lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur et que une opprobre morale va s'abattre sur lui. Il y a des termes comme ça qui sont presque des phrases comme ça qui sont presque des slogans chez Gandhi, hein. Changer les cœurs, ou sa petite voix intérieure, hein, my little inner voice told me that, avec sa petite voix nasillarde, on l'entend sur les quelques enregistrements qu'on a encore, que l'on a disponibles. Il explique tout calmement que voilà, my inner little voice told me that. La petite voix intérieure m'a dit que, et par parenthèse, ça n'est pas son intérêt. Lorsque Sonia Gandhi, l'an dernier, a refusé de prendre la tête du gouvernement de l'Inde, elle a dit « Ma petite voix intérieure m'a dit que ». À pratiquement un siècle d'intervalle, on retrouve cette même thématique, et d'ailleurs le lendemain, le Times of India l'a représenté avec la couronne d'épines sur la tête, en première page du journal. Signe que cette thématique du sacrifice intérieur était toujours bien vivante dans la sphère publique indienne. Donc le satyagraha pour Gandhi, c'est ça. C'est être prêt à souffrir sans jamais manifester sa propre colère, s'abstenir de toute insulte, se laisser arrêter, se laisser emprisonner, et il passera d'ailleurs de longues années en prison. Ils passeront tous de longues années en prison. Nehru, que vous avez en compagnie de Gandhi derrière moi, qui était un peu le fils spirituel de Gandhi, passera 9 années de sa vie en prison, quand on fait le total de toutes ces années passées en prison. Et c'était par fidélité à la méthode de protestation non violente que Gandhi avait mise en place. Alors ça ne veut pas dire ça, spontanéité échevelée, et finalement chacun y va dans son coin, et voilà, on va faire céder l'ennemi dès lors qu'on résiste et qu'on encaisse les coups. Non, au contraire, et c'est là où on retrouve Gandhi, l'homme d'organisation. Gandhi explique que le satyagraha, c'est une méthode très rigoureuse, qui implique beaucoup de discipline, et pas que de la discipline intérieure, de la discipline de groupe. Il explique notamment qu'il faut que pour chaque vague de satyagrahi, d'hommes partis ainsi face au matraque, il faut un chef. Et il dit même un dictateur. Ce qui est tout à fait révélateur de sa façon de voir les choses. Il ne croyait pas à la démocratie. Il a écrit un livre qui est au vitriol sur le modèle parlementaire. Il croyait davantage aux êtres éclairés qui peuvent mener les masses et le faire en dictateur. C'était un peu, évidemment, ce qu'il montrait dans sa tyrannie
dont j'ai déjà parlé. Voilà la méthode, voilà la technique, et donc après les principes, les sources, les ambivalences de ces principes et la technique. Dans un deuxième temps, je voudrais maintenant parler à l'action, et donc on va retrouver l'histoire, on va retrouver la grande histoire, on va retrouver l'histoire politique pour en quelque sorte mettre en scène ce Gandhi Satyagrahi, ce Gandhi non violent. On pourrait remonter bien sûr aux actions qu'il a menées en Afrique du Sud, mais je crois que s'en tenir à celles qu'il a menées en Inde est déjà très instructif. Gandhi revient en Inde en 1915, après avoir donc passé de longues années et en Angleterre et en Inde, au point qu'il ne, et en Afrique du Sud, au point que l'Inde lui est assez étrangère et qu'il se dit, pour commencer, qu'il a tout intérêt à en faire le tour pour connaître le pays. Et donc il prend le train et va faire un vrai tour de l'Inde qui va le conduire notamment au Bihar, donc tout près du Bengale, à l'est de l'Inde, où il commencera à vraiment prendre le pouls de la société rurale et défendre même la cause des ouvriers agricoles qui travaillent pour les planteurs d'indigo britanniques. Mais on est là dans des actions locales, et ce n'est qu'en 1919, véritablement, après avoir repris le contact avec son pays, qu'il va mener son premier grand mouvement, qu'il va entamer son premier grand mouvement qui va s'étaler sur plusieurs années. C'est un mouvement de désobéissance civile ou même de non-coopération. On va plutôt l'appeler de non-coopération. Le détonateur, l'événement qui aura un effet de catalyse sur ce mouvement, c'est le vote de loi, les Rowlatt Act, Rowlatt étant le nom d'un juge anglais qui en 1918 déjà, au prétexte que la guerre, la Première Guerre mondiale, ne pouvait pas s'accommoder de libertés civiles trop étendues, avait imposé la censure sur la presse indienne, et l'idée était de mettre au pas le mouvement nationaliste du Congrès. Gandhi, en réaction, lance un mouvement de désobéissance civile qui consiste principalement à boycotter tout ce qui représente l'État colonial. Les tribunaux, les écoles, les produits, les cotonnades, les textiles en général que l'Inde importe du Lancashire. Et il va d'ailleurs parler à ce moment-là de Swadeshi, soit le soi réflexif, Deshi, le pays, du pays par lui-même. Faisons nous-mêmes nos cotonnades, tournons le rouet, filons le coton et émancipons-nous de ces importations et de la mode britannique qu'elle importe. Ce mouvement va être très suivi, c'est un satyagraha, évidemment, et causer une sorte de panique du côté des Britanniques, qui n'avaient jamais vu cela encore, à telle enseigne que dans une petite ville du Pendjab, pas si petite que ça d'ailleurs, Amritsar, qui est le lieu saint de la communauté des Sikhs, eh bien un général, le général Dyer, va, face à la foule des armées qui avancent, tirer. Et, comme souvent dans ces cas-là, c'est un dérapage, le mot bavure serait absolument sous-dimensionné, car dans une impasse, 379 personnes sont tuées. Et d'ailleurs, signe que les Britanniques n'ont pas vraiment pris la mesure du traumatisme lorsque le prince Charles est venu il n'y a pas si longtemps en Inde et qu'il a visité les lieux, parce que c'est un lieu qui est maintenant en quelque sorte un lieu de mémoire
de l'Inde, il a dit impossible qu'on ait tué tant de personnes en si peu de place. Eh bien si, c'était l'hécatombe, ça a été un traumatisme, et qui a du coup relancé le mouvement de Gandhi, qui lui a donné une ampleur nationale, et qui a vraiment débouché sur le boycottage des universités, des écoles, des tribunaux à travers toute l'Inde. C'est le premier grand mouvement de non-coopération. Simplement, dans ces cas-là, il est difficile de maintenir la discipline dans la durée. Et Gandhi va en faire l'expérience douloureuse lorsque, en Uttar Pradesh, dans la plaine du Gange, pas très loin de Bénarès, une foule a priori non violente va perdre la raison et incendier un bureau de police faisant 22 morts. Pour Gandhi, c'est véritablement un choc. Il se rend compte qu'en fait, les masses ne sont pas encore suffisamment mûres, suffisamment disciplinées pour s'en tenir à la non-violence, que les dérapages sont incontrôlés. Et il suspend aussitôt le mouvement, il est arrêté, incarcéré, va rester 6 ans en prison et entamer une longue traversée du désert. Lui-même demande au juge une peine plus sévère pour expier ce crime qu'il considère le sien autant que celui des incendiaires. Et donc là, vous avez une très claire image de l'importance qu'il accorde à ce qu'est pour lui de la discipline. Il faut savoir tenir la non-violence dans la durée et se retenir de tout dérapage. Le deuxième mouvement, qui va être comparable dans son ampleur, illustre un autre aspect de la méthode gandhienne. C'est celui qui a lieu 10 ans plus tard, en 31, et qu'on va appeler la marche du sel. La marche du sel, c'est un mouvement que Gandhi lance contre l'impôt frappant le sel. Le sel était le monopole de la couronne britannique. Et donc, pour s'en procurer, tout Indien devait acquitter une sorte de TVA, une sorte d'impôt, de taxe sur le sel. C'est un enjeu bien sûr très sensible. Tout le monde consomme du sel. Tout le monde est finalement taxé dans sa vie quotidienne. Et donc, il a le sens là aussi de ce qui mobilise les foules. C'est un grand communicant, un homme qui sait comment mobiliser des foules. Et la méthode qu'il utilise est tout aussi bien trouvée. Il va entreprendre une marche de son ashram d'Ahmedabad jusqu'à la mer où se trouve le sel, 240 miles à pied, de village en village, de villes en villes. Le flot grossit à mesure qu'il approche de la mer, et puis une fois sur la côte, il ramasse une poignée de sable et donc aussi de sel, et il est immédiatement arrêté. Mais des milliers de marcheurs violent la loi en même temps et donc sont arrêtés avec lui. C'est un des mouvements de désobéissance civile les plus populaires, les plus suivis, qui montrent la capacité de Gandhi à mobiliser les foules de façon non violente sur un enjeu politique ô combien. Et d'ailleurs, Gandhi va dramatiser l'événement à outrance en comparant la marche vers la mer à l'entrée de Jésus à Jérusalem, et il affirme que, comme le Christ, il pourrait lui aussi mourir. Il dit pas sur la croix, mais enfin c'est pas loin. Et c'est un pèlerinage en vérité. Enfin, c'est comme une forme de pèlerinage. Par parenthèse, il aura pour le coup trié sur le volet les participants à cette marche pour éviter tout débordement. Tout le monde se laisse emprisonner, tout le monde se laisse finalement
persécuté par les Britanniques. Il est donc arrêté et avec lui 60 000 personnes. C'est le moment où on sent les Britanniques incapables de gérer le phénomène Gandhi. Comment contrer ce genre de mobilisation? Il est en train de changer les cœurs en un sens comme il l'espérait. Et quand les travaillistes sont au pouvoir, ce qui intervient à ce moment-là, MacDonald étant Premier ministre, on sent l'impérialisme britannique vaciller, des questions se poser. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que de nombreux Britanniques seront derrière Gandhi. C'était une particularité du mouvement de l'indépendance indien. Il y a toujours eu des Britanniques du côté des opposants, et non pas des Frantz Fanon, ou des partisans de la manière forte, des personnes qui sont attirées par son pacifisme, notamment le courant théosophe. J'aurais dû parler des théosophes lorsque j'ai parlé des sources, parce qu'il y a là aussi une influence très importante. La théosophie, la société théosophique, qui est une société spiritualiste qui a recherché les origines de la religion initiale jusqu'en Inde et jusqu'à Sri Lanka. Eh bien, c'était aussi un des courants spirituels de la Grande-Bretagne du 19e et du 20e qui ont des affinités avec Gandhi. Donc, on a là, je dirais, le début de la fin de l'Empire des Indes. Il ne faut pas exagérer l'impact de cette désobéissance civile, mais je crois véritablement que dans les esprits, il y a eu une sorte de révolution culturelle qui a été amorcée et que on a commencé à réfléchir à la sortie de l'Empire à ce moment-là. C'est néanmoins évidemment la Deuxième Guerre mondiale qui précipitera le départ des Britanniques. C'est faute de pouvoir vraiment tenir leur empire, tenir un si grand empire après et pendant la Deuxième Guerre mondiale, que les Britanniques finiront par partir et par laisser l'Inde indépendante. Alors cette indépendance, et ce sera ma conclusion un peu longue, elle va être par contre finalement un désaveu pour Gandhi. Si c'est lui qui amène l'Inde au bord de l'indépendance, eh bien l'événement en lui-même le trahit. Il se sent en tout cas trahi. Il se sent trahi parce que, pour deux raisons. D'abord, le dernier grand mouvement qu'il lance, le grand mouvement de masse qu'il lance en 1942 et qui s'appelle Quit India, dégénère en violence qu'il désapprouve. Et tout de suite, Gandhi le lance en août 1942, il est immédiatement arrêté, et avec lui tout l'état-major du Congrès, et de ce fait, la deuxième ligne qui monte en puissance, qui n'a pas la morale, qui n'a pas en tout cas la discipline des Gandhiens les plus militants, ça donne à la violence. Et 1942 est une année de terrorisme anti-britannique, et Gandhi, depuis sa prison, ne peut que déplorer qu'on ne le suive pas, que l'on ne se conforme pas à ce qu'il a dit, et que l'on recourt à la violence pour chasser les Britanniques. Mais il y a pire, évidemment, lorsque l'indépendance approche et qu'avec elle la partition se profile à l'horizon. Les années 46-47, les dernières de l'Empire des Indes, sont des années d'émeutes, de tueries entre hindous et musulmans. Les musulmans veulent un État séparé. Ils considèrent que si le pouvoir échoua au Congrès, ce sera un pouvoir hindou à New Delhi. Et eux, musulmans, qui sont un quart de la société, de la population indienne, seront une minorité opprimée. Et donc, Jinnah demande un État séparé. Et cette demande alimente la méfiance réciproque, les violences, les émeutes. Les émeutes se développent surtout à l'Est pour commencer. Calcutta, août 1946. La Ligue musulmane de Jinnah lance un Action Day, une journée d'action pour le Pakistan. Aussitôt, c'est l'embrasement et il y aura des milliers de morts
des dizaines de milliers de morts, dit-on officieusement. Gandhi se précipite. Et d'autant plus que au moment où on tue des hindous à Calcutta, eh bien, par mesure de rétorsion, on tue des musulmans au Bihar voisin, où les hindous sont bien plus nombreux qu'au Bengale. Et donc il va être en quelque sorte le pompier qui va passer d'un foyer à un autre, et là la méthode est la même. Il entame une grève de la faim en disant « rendez-moi vos armes ». Ça marche progressivement au Bengale, où l'on voit les émeutiers déposer les armes devant lui. Mais voilà que c'est le Pendjab qui s'embrase. Et donc Gandhi traverse toute l'Inde, partant pour le Pendjab. Et c'est alors qu'il était à Delhi, faisant étape avant de reprendre sa route vers le Pendjab, qu'il est assassiné le 30 janvier 1948 par un nationaliste hindou, un Gandhi comme Rabin ou comme Bandaranaike à Sri Lanka n'a pas été assassiné par un homme d'une autre confession que lui, rival de la sienne, mais par un homme de sa confession qui le trouvait trop modéré. Les nationalistes hindous accusent Gandhi de passivité. Il ne s'agit pas de jeûner, il ne s'agit pas de faire rendre les armes, il s'agit de se battre, il s'agit de défendre les siens contre l'autre, contre le musulman. Et donc ça, c'est l'ultime échec de Gandhi. Non seulement il n'aura pas réussi à garder le mouvement nationaliste sur la voie pacifique, il n'aura pas réussi à empêcher la partition en faisant déposer les armes aux hindous et aux musulmans les plus militants, mais en outre, il n'aura pas réussi à convaincre ses opposants les plus déterminés, les nationalistes hindous, de renoncer à la violence. Au contraire, ils vont l'assassiner. Et à travers cet assassinat, auquel j'ai donc consacré un article dans ce numéro de l'histoire, on découvre l'anti-Gandhi. On découvre qu'il y a eu, en parallèle à Gandhi, dans ces mêmes années, un autre courant qui a inventé une méthode totalement symétrique, en allant chercher dans les mêmes sources d'ailleurs. La Bhagavad Gita, par exemple. Ceux qui tuent Gandhi, lorsqu'il passe en procès, enfin l'homme qui tue Gandhi lorsqu'il passe en procès, dit « Je l'ai fait comme Krishna intime à Arjuna de faire l'acte juste sans se soucier de ses fruits. C'est un acte juste que de débarrasser l'Inde de Gandhi, car si nous avions eu Gandhi toujours là, sur notre dos, avec un Pakistan ennemi à nos frontières, nous n'aurions été que de reculade en reculade, d'apaisement, appeasement, un terme très connoté, et qui nous rappelle des souvenirs européens. Et donc, on retrouve un discours très construit, qui d'ailleurs le jour du procès de cet homme, eh bien, suscite dans le tribunal un silence, pour le coup on peut dire de mort, et on ne sait plus où est la vérité. Et c'est très intéressant de voir que le procès du meurtrier de Gandhi, les minutes de ce procès vont être tenues secrètes pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1974 qu'on pourra y accéder, tellement c'était sensible, tellement nous n'étions pas sûrs que Gandhi était vraiment dans la vérité. Peut-être qu'un autre discours totalement opposé à celui de Gandhi était légitime lui aussi. Et ça me ramène finalement à l'ambivalence profonde de ce personnage et du coup aussi de son héritage. La politique au village. ஆயிரக்கணக்கான விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்காக யாவருக்கும் என் சிறந்தார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கலைஞரே, டாக்டரே,
கண்ணகிக்கு சிலை எடுத்த காவலனே இரவோடு இரவாக பெண்களை அதிகம் மதுவனத்தை ரத்து செய்து விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது, இந்த ஆளுக்கு நீங்கள் இதை பெருமைப்படுத்தி விரும்பி செல்லும் பொழுது உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு வீர கலத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். திரும்ப நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். अब हमारा आज का तरानी नई पुरानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire avec Christophe Jaffrelot. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Bohémé.